Je suis heureuse de donner maintenant la parole à Anne Genetet pour le rapport sur l'action extérieure de l'État, action de la France en Europe et dans le monde, Français à l'étranger et affaires consulaires. Merci. Anne, c'est à vous. Madame la Présidente, merci. Je vais essayer d'être brève. Il n'y a pas de raison que je m'éternise. Alors, moi, je m'occupais donc des programmes 105 et 151. Donc, comme l'a rappelé Madame la Présidente, il s'agit dans le 105 de deux gros paquets qui sont les contributions de la France aux organisations internationales et du fonctionnement de notre réseau diplomatique, de notre diplomatie. Le 151, il s'agit des Français de l'étranger et des affaires consulaires. On a également là-dedans un paquet qui concerne l'action sociale, les bourses scolaires et puis l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors, ce que je vais vous dire, ça va être vrai. Je vais juste vous dire un petit peu, grosso modo, ce budget, c'est pour l'ensemble du budget du ministère des Affaires étrangères, c'est un tout petit budget pour un immense impact. On va faire les choses en raccourci. C'est 1,1% du budget de l'État. Les deux programmes que je représente, pour lesquels je vais donner un avis, c'est à peu près largement les trois quarts du budget du ministère des Affaires étrangères. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le ministère des Affaires étrangères, depuis plusieurs années, a vraiment contribué à l'effort général de l'ensemble des ministères et a vraiment, d'une part, réduit ses effectifs de façon très importante. Il a perdu 30% de ses effectifs en une dizaine d'années et un gros effort budgétaire également. Du coup, ça l'a obligé à reconsidérer certains modes de fonctionnement et tout n'est pas parfait, mais il faut le saluer, un effort qui a été fait de la part du ministère. Il s'est penché également sur la mise en place du numérique. Et dans les avis que je donne, c'est dire attention, au numérique, c'est bien, mais ça ne doit pas remplacer l'humain. Il ne faut pas oublier que la diplomatie, c'est de l'humain avant tout. Et ça, c'est très important. Donc, en plus, pour ce budget 2018 qui nous a été présenté, il est stabilisé, ce qui est une très bonne chose, il faut le saluer. Et ça, en plus, ça permet de vraiment servir l'ambition politique de M. Macron, dont je rappelle qu'il est vraiment de remettre la France sur la scène internationale et de défendre un projet européen et de renforcer l'Europe. Donc, pour le programme 105, il faut savoir qu'il a donc deux parties, comme je vous le disais tout à l'heure, les contributions internationales et le fonctionnement du réseau diplomatique. Les contributions internationales, on a pratiquement pas de marge de manœuvre dessus. Ce n'est pas nous qui décidons de combien nous allons donner à tel ou tel. On participe à 83 organisations internationales. Ensuite, si on souhaite modifier notre participation, il faut avoir un accord, ça se discute au sein de ces organisations. Ce n'est pas le budget de l'État tout seul qui va dire « tiens, je voudrais baisser ci ou monter ça ». Monter ça, c'est rare. Enfin, baisser ci. Ensuite, peut y avoir des effets de change. C'est le cas cette année qui fait que ça diminue un petit peu. Mais on n'a pas vraiment de marge de manœuvre là-dessus. Et c'est pratiquement plus la moitié du budget du programme 105. L'autre moitié, c'est le fonctionnement du réseau diplomatique. Et là, le budget est donc stabilisé. Pas de remarques particulières à faire. Il faudrait que je rentre vraiment dans tous les détails. Il y a plusieurs pôles à voir dans cette partie-là. Je vais les reprendre ici. Alors, le 105... Donc, il y a notamment, je vais reprendre ces pages 13. Attendez, je vais reprendre ma page 13. Je n'ai pas tout par cœur. Voilà. 105, pardon, il est ici. Donc, on a le fonctionnement du réseau en lui-même. Donc, le réseau s'est restructuré. On a différents formats d'ambassades. On a un programme immobilier qui est important. On a un gros paquet sur la sécurité qui a été mis avec des moyens supplémentaires qui ont été donnés à la sécurité pour renforcer la sécurité, notamment de nos emprises au sens large. Ça concerne les ambassades, les instituts, les consulats, les établissements scolaires. Alors, il faut savoir, moi, ce que j'ai remarqué dans le fonctionnement, c'est que dans les différentes étapes qui font que le ministère parle avec le ministère des Finances. Il y a 6 conférences budgétaires au cours de l'année et il n'y a aucune conférence au cours de laquelle le ministère pourrait vraiment être en face des finances et dire « voilà comment je fonctionne ». Voilà quels sont mes objectifs et voilà ce que j'aimerais avoir. Comment ils puissent parler de ce qu'il fait, de ce qu'il est et dire intrinsèquement ce qu'il est. Il n'y a pas, cette étape manque. Ils vont systématiquement aux techniques et c'est toujours les finances qui apparemment ont la parole en premier et ne laissent pas la possibilité au ministère des Affaires étrangères de s'exprimer. Donc ça, c'est une carence et je l'ai souligné. Je trouve ça un petit peu dommage. La sécurité est renforcée, il n'y a rien de particulier à en dire. Le deuxième programme, pour rester dans les temps, le 151, lui...
c'est un programme qui est plutôt très bien géré. Il y a vraiment des gros efforts qui ont été faits, à la fois en termes de simplification d'accès aux services publics pour les Français qui sont établis hors de nos frontières, et en termes de traitement aussi des visas, parce qu'il y a les deux parties. Il y a aussi le traitement des visas qui sont notre première vitrine quand on reçoit des étrangers, la délivrance des visas. Donc tout ça a été vraiment, vraiment amélioré. Maintenant, je vous ai fait ce tableau plutôt positif. Il y a quand même des choses à revoir. Et c'est ce que j'appelle les marges de progression. Alors, j'ai identifié quelques points de blocage et pour lesquels j'ai quelques préconisations. D'abord, ma première préconisation, c'est de maintenir l'universalité du réseau. C'est-à-dire qu'on a des ambassades partout dans le monde. Ça nous place, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été publiée en juillet dernier, un index qui est calculé depuis 3 ans, de l'influence d'un pays dans le monde, le soft power. Et les États-Unis étaient premiers l'an passé, la Grande-Bretagne il y a 2 ans, et cette année, c'est la France. Et il est souligné que c'est à la fois le résultat d'un effet de la nouvelle présidence de la République, je rappelle que cet index a été publié au mois de juillet, et un effet de l'immense diffusion de notre réseau diplomatique. Donc on a su l'adapter avec des postes de grande taille, de moyenne taille et de toute petite taille, mais ça nous permet d'être partout et ça a vraiment un poids. Ça nous permet notamment quand dans des instances internationales on doit voter sur certains projets, on a besoin d'aller récolter les avis de tel ou tel pays, et bien en étant présent partout, on récupère des voix, ça vous fait rire, des voix d'autres pays et ça nous est tout à fait utile. Récemment, on a pu le constater. Alors ça, c'est un premier point. L'universalité du réseau me semble un point très important. Le deuxième point, c'est que dans le fonctionnement de ce ministère, à l'étranger, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui viennent d'autres ministères. La Défense, l'Intérieur, même parfois les Affaires sociales, les Finances. Et résultat, on se retrouve avec une ambassade dans laquelle on a un chef de poste, l'ambassadeur, qui n'a pas la main pour interagir avec ces fonctionnaires-là. Et quand on lui demande de réduire son nombre de postes ou ses fonctions support, il agit sur les siennes, mais il n'a aucune prise sur ces fonctionnaires-là. Et on se retrouve parfois avec des situations absurdes où un ministère, par exemple les Finances, je ne les ai pas dans l'œil, mais enfin quand même, vont donner finalement des primes supérieures ou des avantages plus supérieurs à leurs fonctionnaires qui vont être sous la responsabilité de personnes qui, elles, ont beaucoup moins parce qu'ils sont au ministère des Affaires étrangères. Donc, il y a une disparité, un manque de fonctionnalité qui est évident. Donc, moi, je propose qu'on détache, que ces fonctionnaires soient détachés au ministère des Affaires étrangères, comme ça se fait pour les enseignants, qui sont détachés du ministère de l'Éducation nationale aux Affaires étrangères, le temps de leur fonction à l'étranger. La troisième piste de réflexion que j'ai, c'est d'affiner la typologie de chaque poste. Les postes, aujourd'hui, je vous ai dit, étaient divisés en 3 catégories. Mais en fait, on pourrait vraiment affiner parce qu'on se rend compte qu'il y a des disparités. On se demande pourquoi certains postes en ont beaucoup plus de fonctionnaires que d'autres. Je vais en citer un parce que celui-là, il me vient tout dans l'esprit. C'est le Vatican qui a 28 personnes. Rapporté au nombre de Français présents au Vatican, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Voilà, c'est pas clair pour moi, sachant qu'il y a l'ambassade d'Italie en Italie juste à côté. Voilà. Donc il y a peut-être une histoire, peut-être plein de choses, mais on peut se poser la question. Voilà. Donc je pense qu'il y a les moyens de faire une matrice un peu mathématique avec d'un côté les fonctions que doit remplir l'ambassade, la diplomatie économique, la diplomatie humanitaire, la diplomatie scientifique, la diplomatie tout court, politique, et puis de l'autre côté l'environnement du pays, le nombre de Français sur place, les conditions politiques du pays, le PIB du pays, il y a tout un tas de facteurs. Et avec une matrice à double entrée, on doit pouvoir affiner la typologie des postes et faire quelque chose de beaucoup plus précis. Quatrième point, je vous en avais un petit peu parlé la dernière fois, c'est de construire de meilleurs indicateurs de qualité et de performance des objectifs du réseau. Les objectifs sont ce qu'ils sont, on peut également les revoir, mais clairement les indicateurs sont tout à fait fantaisistes parfois et peu précis et ne permettent pas de suivre. Un indicateur qui d'une année sur l'autre ne bouge pas, soit il est mal fait, soit il y a vraiment un problème de performance qui n'est pas là. En tout cas, on ne continue pas à avoir un indicateur qui donne le même chiffre pendant des années, des années, des années, c'est que ce n'est pas un bon indicateur. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'indicateurs à modifier. Sur le plan de l'immobilier, la stratégie de vision court terme qui fait qu'on vend pour pouvoir entretenir, ça, elle a ses limites. Monsieur Lecoq l'avait rappelé très justement. Il faut vraiment revoir cette stratégie. Mais si elle est en train de bouger, ça bouge, mais c'est lent. Donc je souligne que c'est lent. Ensuite, les conférences budgétaires, je vous en ai parlé. Et ensuite, tout un tas d'autres préconisations. J'en ai en tout 14 que vous pourrez découvrir dans le rapport. Je ne vais pas aller plus loin parce que je voudrais garder du temps pour les questions. Et voilà, donc c'est ça, j'ai un ensemble de 14 préconisations et 2 parties dans le rapport, les marges de progression et ce qui était bien jusqu'à présent. Voilà. Merci beaucoup Anne Genté parce que c'est un vrai travail de fond et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que vous nous proposez au fond des marges de progression, de retrouver des marges de manœuvre.
Et c'est pour ça que, comme vous allez être rapporteur pour avis sur l'année, on va pouvoir évidemment revenir sur ces budgets-là tout au long de l'année et avec le ministère, avant même l'élaboration de la prochaine loi de finances. Et je pense que ça, c'est très important. Alors, le débat est ouvert maintenant autour du premier rapport. Qui demande la parole? Pierre Cordier. Madame la Présidente, merci. Merci, Madame, pour ces mots et ces propositions. On apprécie effectivement cette manière un peu, non pas critique, mais voilà, c'est intéressant. Donc je voulais vous remercier pour ces mots. Je voudrais avoir davantage de précisions sur la sécurité. Notamment, vous avez évoqué la question de la sécurité des ambassades, etc., mais également des lieux d'enseignement, et notamment des lycées français ou des collèges français à l'étranger sur des zones particulièrement tendues. Ça ne date pas d'hier, bien entendu, ça fait quand même quelques années, j'allais dire 2 ans au moins. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner des précisions, sans rentrer trop dans le détail, sur la manière dont les choses sont envisagées dans ces lycées français? Parce que j'imagine que pour ces jeunes également qui sont dans ces établissements, les choses ne sont pas évidentes. Et je voulais savoir comment les choses étaient appréhendées avec les chefs d'établissement, la sécurité qui est mise en place dans ces établissements, éventuellement les coûts qui sont fléchés depuis 2 ans au moins pour assurer la sécurité de nos compatriotes dans ces pays particulièrement difficiles en termes de sécurité et de tension internationale. Merci. Merci beaucoup. Jean-Paul Lecoq. Moi, je vais être très bref, mais 30% de réduction d'effectifs, c'est impressionnant quand même, hein, dans les ministères. Mais ce qui m'importe le plus, c'est de dire, voilà, il y a des marges de progression, mais il y a Bercy en attente. Et si à un moment donné, les efforts dégagent des marges de progression, mais que ces marges de progression ne sont pas utilisées pour améliorer notre dispositif diplomatique, mais au contraire pour rendre encore et toujours à Bercy, je ne vois pas l'intérêt. Et donc, à côté d'un rapport comme celui-là, il faut qu'il y ait un contrat. Il faut qu'il y ait un contrat avec Bercy, c'est-à-dire que vous ne nous touchez plus, et vous nous laissez améliorer le système, trouver des marges de progression pour pouvoir évoluer. Parce que s'il n'y a pas de contrat, c'est le pillage permanent, donc ça ne peut pas aller. Beaucoup. Nicolas Dupont-Aignan. Oui, je voudrais remercier Madame pour ce rapport. 2 questions. La première, sur les dépenses de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près de combien elles ont augmenté et est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'on arrive à un palier? Est-ce qu'elles vont augmenter dans les années à venir? Et si elles augmentent, obligatoirement cela implique des redéploiements. Et compte tenu du fait que déjà les efforts ont été considérables de ce ministère, je pense qu'on arrive vraiment à la cote d'alerte et qu'on ne pourra pas garder un réseau dit général universel si on va plus loin dans les réductions. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous avez parlé, je pense de manière tout à fait juste, des problèmes de mise à disposition de fonctionnaires de différents corps et des difficultés du corps diplomatique et des ambassadeurs à pouvoir avoir des équipes soudées, permanentes et à jongler avec les uns ou les autres, avec quand même une tendance de Bercy à la fois à réduire les postes des affaires étrangères et en même temps à maintenir les leurs, et avec des problèmes de fonctionnement. Donc comment on peut garantir, et notamment quel peut être le rôle de notre commission, garantir au ministère des Affaires étrangères, disons, une plus grande force vis-à-vis de l'administration des finances. Merci beaucoup. Christophe Negelen. Merci Madame la Présidente. 2 questions très simples. Vous nous avez dit qu'on avait perdu donc 30% de nos effectifs, ce qui est relativement énorme, comme l'a souligné mon collègue Lecoq. J'aurais voulu savoir à quels endroits ces postes avaient été supprimés, si c'était en France ou à l'intérieur du ministère, en France ou à l'international. Le deuxième point concernant la contribution internationale, vous avez souligné qu'on ne décidait pas. Donc j'aurais voulu avoir plus de précision concernant le processus de décision et notre principe de souveraineté quand même. Donc voilà, deux questions simples. Merci. Merci beaucoup. Christian Hutin. Oui, merci Madame la Présidente. 2 questions également. La première, Madame la rapporteure a
expliqué que la sécurité, il y avait un effort budgétaire qui était consacré à la sécurité pour nos représentations. Indiqué qu'il n'y avait pas de problème, mais j'aurais voulu savoir si elle avait quelques précisions sur cette sécurité. Est-ce qu'elle concerne le personnel, c'est-à-dire une augmentation de possibilité de surveillance par les hommes? Est-ce qu'elle concerne le matériel? Et j'aurais voulu savoir s'il y a un investissement qui est envisagé aussi sur la sécurité informatique qui devient numérique, qui devient quelque chose d'exceptionnel et d'extrêmement important dans nos ambassades. La deuxième question, c'est vous aviez démarré votre rapport la dernière fois en étant assez strict et assez sévère par rapport aux autorisations de visa. J'aurais voulu avoir peut-être plus le sentiment de la députée des Français installés à l'étranger, peut-être même plus que celle du rapporteur. Comment vous voyez ça? Parce que je vous donne l'exemple tout simple. Je suis allé à un mariage samedi avec des Français installés à l'étranger qui venaient se marier en France. Et leur collaborateur indien ou hindou, je ne sais pas ce qu'on peut dire là-bas, n'a pas pu revenir parce qu'il n'a pas eu un visa, ce qui n'était qu'un visa pour permettre d'aller au mariage. Alors c'est une question d'un député en France qui pose la question. Vous m'aviez semblé, alors on est loin de l'immigration, voilà, c'est un individu qui vient au mariage de quelqu'un avec qui il a travaillé et qui va retravailler, etc. Quelle est votre opinion? Parce que votre propos préliminaire la dernière fois sur ce sujet m'avait semblé un peu sévère. Voilà. Merci. Samantha Cazabonne. Merci Madame la Présidente, merci Anne pour ce rapport. J'aimerais poser une question par rapport à l'immobilier. J'aimerais savoir qui fixe une lettre éventuellement de mission aux ambassadeurs pour justement le suivi de cette potentielle vente immobilière. Parce que si je prends le cas de ma circonscription, au Portugal par exemple, nous avons un institut qui est en vente, alors je n'ai pas très bien compris depuis un certain temps, qui se dégrade, alors qu'à côté nous avons un lycée français qui, lui, est surchargé et pour lequel on ne peut plus accueillir d'élèves. Et du coup, on me dit qu'il n'y a pas de moyens d'un côté, puis de l'autre côté, on me dit qu'on ne peut pas vendre, et j'ai encore pas bien compris la raison, donc j'aimerais savoir qui suit ce genre de dossier. Merci. Merci. Bonne. Ma question rejoint un petit peu celle de la collègue là. En fait, il y a depuis la précédente mandature pas mal d'endroits, de sites français qui ont été vendus à l'étranger. Moi, je sais, par exemple, Shanghai, il y a un super site vraiment très très bien placé qui était vendu. La résidence du consulat général à Hong Kong était vendue. Il y a beaucoup de sites qui ont été vendus, qui sont en plus des lieux prestigieux. Et derrière, ça veut dire qu'on a récupéré quelques dizaines de millions sans doute, mais les frais de fonctionnement vont augmenter. Donc, est-ce qu'on a un point fait justement sur ces ventes? Et je pense que le Portugal, ça fait partie du même lot. Donc, savoir également donc, qui décide de ça. Est-ce que c'est le budget qui décide? Et ensuite, comment est répartie cette recette, puisque ensuite, ça va impacter les dépenses de fonctionnement. Merci. Jean-Luc Mélenchon. J'étais distrait, excusez-moi. Oui, je ferai suite à la question de mon collègue. Il faudrait qu'on ait une évaluation parce que les ventes à l'étranger, comme elles ne sont pas sous nos yeux, souvent on a tendance à en minimiser la signification. Or, la localisation, le siège de la France, ça a un sens pour beaucoup de gens. Ce n'est pas simplement un changement d'adresse. Et bon, ça serait bien d'avoir un bilan. Moi, ça m'a fait souffrir quand j'ai appris qu'à Paris, on vendait le centre Kléber. Parce que le destin de notre pays s'est joué là-dedans pendant des décennies. Je ne comprends pas très bien quel a été l'intérêt de vendre ce bâtiment, surtout dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Donc retour en arrière et question, parce que depuis, il y a eu des interrogations sur les conditions dans lesquelles ce bâtiment s'est vendu, puis revendu. Peut-on intégrer ça dans une réflexion d'ensemble où, sans montrer du doigt à personne, on ferait quand même valoir que certaines opérations présentées comme des sources d'économie ont été en réalité des sources de pillage. 1. 2. Sur la réduction des emplois. Alors là, on est sur 30% de réduction d'emplois. Bon, j'ai envie de faire comme tout le monde et de dire oh là là, c'est important et tout. C'est vrai, c'est très important. Mais quelle est la part là-dedans des emplois qui sont liés à des fonctionnaires de notre administration, le Quai d'Orsay, etc., et la part des gens qui travaillaient pour nous localement et dont on a assez grossièrement changé le statut dans toutes sortes de pays, qu'on a fait passer sur des contrats locaux
et qui donc du jour au lendemain ont vu leur situation sociale mais complètement bouleversée, parce que c'est une chose d'être payé par la France avec le régime français, et une autre d'être payé en équivalent temps, je ne sais plus quoi là, qui permet au ministère d'afficher parfois des performances aux yeux de Bercy, qui n'en sont pas à mes yeux. Mais c'est important d'arriver à savoir combien de monde comme ça on a fait changer de statut au cours de ces dernières années, parce que je voudrais dire aux collègues que c'est d'une très grande cruauté. Hein. Ce sont les derniers de la file, donc ceux-là ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas protester, mais nous, les Français, franchement, on ne ressort pas grandi d'une opération comme celle-là dans bien des endroits. Va aussi la question de l'entretien des postes. Combien il y en a qui ne sont plus utilisables? Parce que ça aussi, c'est ce qu'il y a sous le tapis. J'en connais un ou deux où la résidence ne peut plus... J'en connais au moins un où la résidence n'est plus accessible. C'est le poste de l'Équateur. Et quand vous êtes dans l'ambassade, franchement, je connais des MJC de quartier qui sont mieux dotés. Hein. Donc ça n'est pas possible non plus. Dans combien d'endroits en est-on là? Ils le savent au ministère, ils le savent de manière très précise, mais ça fait des choses, ce sont des sujets dont on ne parle pas. Et je pense que c'est une grande erreur, parce que quand on est la France, on reçoit dignement et on se fait respecter. J'essaye d'aller aussi vite que possible. De la même manière, vous avez fait une remarque que je trouve très juste. D'abord, je vous félicite pour votre rapport, chers collègues, mais les effectifs d'un pays à l'autre, parce que là aussi, il y a une discussion. Ce n'est pas seulement le Vatican qui est la période avant la retraite, hein, parce que ça ne sert strictement à rien d'être ambassadeur au Vatican. Absolument à rien. Qu'il y en ait un, c'est bien. Voilà, pour le reste, nous avons notre président de la République qui, par tradition, est chanoine de Latran. Par conséquent, il peut aller voir ses ouailles quand il veut. Mais 28 là-dedans, non. Ça, c'est pas acceptable. Mais c'est pas ça que je vais retenir. C'est combien ils sont aux États-Unis et combien ils sont en Chine. Et est-ce qu'on a besoin de tout ce monde-là aux États-Unis si on en a davantage besoin en Chine? Parce que pour l'instant, les enjeux, ils sont en Chine, pas aux États-Unis d'Amérique. Et donc, ça doit être regardé, de même qu'un certain nombre de postes en Europe, où évidemment, il y a la proximité du vol Paris, Berlin, Paris, je ne sais quoi, et ainsi de suite, tous les pays européens, et où il y a toujours une très grande demande. Et à mon avis, peut-être qu'on n'a pas besoin de tout ce monde-là. Ça m'amène à mon dernier point, pour l'instant. C'est le service extérieur de l'Union européenne. Parce que là, vous avez évoqué les présences extérieures. Bon, j'espère qu'on remettra 3-4 sous sur l'UNESCO s'il y a besoin, parce que maintenant, c'est nous qui la présidons. Mais le service extérieur de l'Europe, j'attends toujours qu'on m'explique à quoi il sert, combien il y a de Français là-dedans, d'accord, et combien de fois il nous remplace sur place, parce qu'allez voir le crève-cœur que c'est quand il y a une ambassade de France, une alliance française ou un institut subclaquant, et qu'à côté de ça, vous avez 4 types ou 5 de l'Union européenne qui sont là et qui distribuent notre fric à notre place aux gens du coin, avec pas du tout les mêmes critères que nous, parce que les Français, c'est la culture, c'est des choses comme ça, qui nous permettent d'être présents dans un pays, alors qu'eux, ils sont efficacité, compétitivité et tout ce baragouin qu'on connaît bien. La présence française, donc, à quoi sert le service extérieur? Combien il nous coûte? Combien il y a de Français détachés là-dedans? Voilà. Et la fin, mais ça sera pour une autre fois, c'est sur le réseau des alliances françaises, parce que la maxime dit les Français arrivent d'abord avec les archéologues, ensuite avec l'opéra, et enfin c'est les militaires. Bon, depuis on a trouvé un peu mieux pour notre présence, mais tout passe par les instituts et les alliances. Juste un mot, les alliances françaises, ça sera le rapport de Frédéric Petit, juste après celui d'Angente. Merci beaucoup. Bertrand Bouix. Madame la Présidente, oui, alors je vais faire suite aux propos de mes collègues, à savoir Samantha Cazbonne, Bohn et M. Jean-Luc Mélenchon. Il ne faudrait pas que la réduction des effectifs, et pour faire suite sur la typologie des postes améliorés, se fasse au détriment de la qualité. Effectivement, il y a certaines antennes de l'Institut français, et j'en parle en connaissance de cause parce que je reviens de Jérusalem et que j'étais à l'Institut français antenne Châteaubriand, où a priori on avait un volontaire de 22 ans qui s'occupait de l'antenne et a priori c'était pas efficace, l'institut ne fonctionnait pas ou n'avait pas le rayonnement escompté pour un institut français. Donc aujourd'hui c'est rectifié puisqu'on a une directrice en capacité à faire fonctionner l'institut, mais il ne faudrait pas que toutes ces mesures se fassent au détriment de la qualité et du rayonnement culturel français. On a une mission à assurer. Et il faut qu'en fait, si on a des locaux, que les personnels qui sont affectés à ces locaux soient à la hauteur des enjeux. Voilà. Je dis à Frédéric Petit que ces 2 questions donc, sont pour lui, pour le prochain rapport. Exactement. Bérangère Poletti.
Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure pour ce rapport tout à fait intéressant, même si on n'a pas eu beaucoup de temps pour pouvoir en prendre connaissance. J'ai plusieurs questions à vous poser. La première concerne évidemment la diminution des effectifs et savoir si notre activité diplomatique est touchée dans certains pays par rapport à cette diminution, comment elle s'organise, est-ce qu'elle se fait préférentiellement sur certains pays plutôt que sur d'autres. La deuxième question concerne la vente des biens immobiliers que vous avez évoquée, à mettre en face malgré tout d'une augmentation des crédits, si j'ai bien compris, pour l'immobilier, avec notamment des crédits de location et d'entretien qui sont en augmentation. Ensuite, je souhaiterais avoir une réponse sur les 17 millions d'aides sociales dont vous dites qu'ils sont dans le viseur de Bercy. Est-ce que vous avez eu connaissance d'intention de les diminuer, voire de les supprimer? Et enfin, j'ai une dernière question sur les ambassadeurs thématiques qui ont été quand même ces dernières années en forte augmentation et dont l'utilité, je veux dire, n'est pas forcément démontrée. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir une évaluation de leur activité et est-ce que vous pensez qu'il est indispensable de les conserver? Merci. Jacques Maire. Oui, merci. Merci pour le très bon rapport aussi de Madame Genetet. J'ai pas souhaité être très présent dans ces dossiers parce que je suis juge et partie en fait dans cette affaire. J'ai vécu depuis 30 ans, vous comme parlementaire et moi à l'intérieur, la paupérisation mais vraiment absolue du réseau diplomatique et de ses membres. Il y a 30 ans, quand je suis rentré au ministère, pour vous dire la vérité, quand on allait à l'extérieur, on pouvait se comparer avec les collègues du privé en disant bon, on n'a pas la même revenu, mais on est à peu près sur le même standing de vie quand on reçoit les collègues, quand on va à droite à gauche. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus personne pour aller à Boston ou à Los Angeles ou dans les villes un peu chères, parce que globalement, les agents n'y arrivent plus. Donc les meilleurs ont des problèmes de fin de mois. Je ne parle pas forcément d'ambassadeur ou de consul général, je parle vraiment des agents de base qui font le réseau, quoi. Aujourd'hui, quand vous voulez faire une mission avec le SEAE, et de ce point de vue, je rejoins sur ce point-là Jean-Luc Mélenchon, vous avez effectivement 10 personnes du SAE qui vont pour une mission à Abuja depuis Nairobi, qui sont en classe affaires, et vous avez le pauvre ambassadeur qui vient tout seul avec son ordinateur en classe éco, et qui passe la nuit dans l'hôtel du coin pour pouvoir faire la réunion. Voilà, donc on a une espèce de différence de niveau qui a complètement explosé et qui aujourd'hui rend le ministère collectivement profondément dépressif. Au-delà de la bonne figure qui est faite par le secrétaire général et par quelques directeurs généraux, le ministère est dépressif. Une autre raison, à la côté des moyens, c'est le côté de la pyramide des âges. Et là, je pense qu'il faut aussi qu'on attaque ce sujet de front. Naturellement, tous les ambassadeurs thématiques n'ont pas une rentabilité à 100%, mais on a une bulle dans les niveaux A+, et cadres dirigeants, qui est, que nous poussons, mais qui ne diminue pas avec le temps. Donc, et la conséquence, c'est, je veux dire, une dépression collective, une démobilisation des agents. Est-ce qu'il est possible d'envisager, là je vais être un peu provocant, des mesures d'âge pour faire effectivement en sorte que, je dis un exemple, si vous donnez 2 ans ou 3 ans de salaire à des gens qui ont encore 10 ans de carrière, sur la base d'un double volontariat, vous faites partir certainement plusieurs dizaines de collègues qui iront, qui enseigner à l'université, qui faire de la recherche, qui aller dans des entreprises internationales. Si on ne le fait pas, je dirais, on a vraiment, on tire ce boulet. Et on le tire depuis 15 ans, et on va le tirer encore pendant 15 ans, parce qu'on ne fait pas de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Sur le plan des locaux, là aussi, vous avez tous raison. On vend nos bijoux de famille. Quand on a finalement plus de crédit d'intervention, quand on a un réseau culturel qui s'affaiblit, qu'est-ce qui reste bien souvent pour exister socialement? Il reste la résidence. La résidence qui est le lieu dans lequel on peut faire venir des intellectuels, des chercheurs, des Parisiens en déplacement, des Français et des étrangers. Ces résidences sont en train de disparaître et c'est un jeu, je dirais, à sens unique. On ne remettra jamais 100 millions d'euros pour avoir une résidence top niveau dans une capitale européenne ou étrangère. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de lobby. Il n'y a pas de lobby pro-diplomatie au sein de l'État. Il n'y a pas de lobby pro-diplomatie non plus, je dirais, au sein de l'environnement politique, parce que finalement, qui est-ce qui s'en rend compte au quotidien? Ce sont quelques députés de cette commission et ce sont les députés des Français de l'étranger. Bercy, il y a deux environnements dans Bercy. Il y a le Trésor et il y a le budget. Le budget a décidé que finalement, il n'y avait pas d'intérêt à garder un réseau homogène, un réseau universel.
Et tant qu'on n'aura pas, je dirais, franchi 2 degrés dans le rapport de force, de toute façon, Bercy va continuer. Alors comment ça se passe très concrètement, cette espèce de dévitalisation? C'est bien simple. Je prends un exemple, les primes en centrale. Les primes en centrale sont extrêmement faibles au Quai d'Orsay pour justement garder un tout petit peu de budget pour les indemnités de résidence à l'étranger, parce qu'il faut trouver quand même des gens pour les se taper, je dirais, la Namibie avec les Amibes ou bien, l'Ouzbékistan avec les difficultés qu'on connaît. C'est-à-dire 90% des pays sont des pays dans lesquels on vit mal, où il y a du danger pour les enfants, où la sécurité alimentaire n'est pas assurée, etc. Où l'espérance de vie des collègues est très mauvaise. Moi, j'ai un collègue qui, effectivement, j'en ai un exemple tout précis, qui était ambassadeur à Katmandou. Il a perdu son rein parce qu'il n'a pas été soigné à temps, parce qu'il ne pouvait pas physiquement. Donc le Quai a fait le choix de réserver les budgets de rémunération indemnitaire sur l'étranger. Bon. La conséquence, c'est que personne ne vient à Paris. On ne peut pas détacher un agent du ministère de l'Intérieur, de la Défense ou du ministère des Finances au Quai. On ne peut pas, parce que simplement, ils ne sont pas payés. Ils seront 30%, 40% en dessous. Donc, dévitalisation de la centrale, dévitalisation du rapport de force, et au total, finalement, une situation de mouroir. Alors, comment le Quai d'Orsay réagit à ça? Et là, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit aussi attentif. C'est que tout ce qui est absorbé de l'extérieur au sein du Quai d'Orsay est tué au fur et à mesure par arbitrage de moyens. Je donne un petit exemple. Quand on a intégré le ministère de la Coopération en 2001, eh bien, pendant 15 ans, la quasi-intégralité, peut-être pas complètement, mais au niveau des emplois, c'est certain, des ajustements budgétaires du Quai d'Orsay ont été dans le fait de réduire tous les effectifs de coopération en pilotage et sur le terrain. Parce qu'on préserve le réseau et on tue les autres. Donc, confier au Quai d'Orsay des missions nouvelles, comme on est en train de le faire sur le commerce extérieur, ça inquiète tout le monde. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas core business pour eux, on arbitre parce qu'on n'a plus les moyens. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'équipe, on aura peut-être sur le budget de l'APD, vous n'avez plus d'équipe de pilotage de l'AFD. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a une banque de développement qui est super, qui est très intéressante, mais qui est non pas roue libre, mais qui est très émancipée des enjeux politiques quotidiens et des enjeux de moyen terme sur lesquels on gère effectivement, pour autant que on gère l'agenda bilatéral. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a disparu depuis 3-4 ans. Il y a 3 ans, il y avait encore un pilotage, il n'y a plus. Donc, ma conclusion, elle est simple, c'est que, et je ne souhaite pas, sur cette question, jouer un rôle particulier, parce que ce n'est pas possible pour un diplomate, mais c'est qu'il faut un niveau de mobilisation extrêmement important, y compris public, y compris médiatique, et qu'on ne s'en sortira pas sinon, parce que, je dirais, regardez la courbe, aujourd'hui nous avons des PPD, 25, pays à présence diplomatique. Demain, si on ne fait rien, on en aura 50. C'est vraiment l'objet du... On a sauvé les 6 mois qui viennent. Sauvera-t-on l'année prochaine, j'en sais rien. Et dans 10 ans, vous aurez des ambassadeurs avec une carte de crédit. Voilà. Et qui seront dans un régus. Mais je n'exagère pas. Dans un régus. Et qui seront, je dirais, dans un appartement dans le coin. Et on aura un réseau international, diplomatique, effectivement, sur le papier. Dernier petit point. Madame Azoulay a été élue grâce à des voix de pays totalement improbables. Des petits pays qui, effectivement, n'entendent parler de la France qu'à travers le collègue qui est sur place et qui tient. On a eu une bataille surprise, elle a duré 8 semaines, elle a été gagnée parce qu'on a encore des gens très motivés, une machine de guerre. Donc ça sert à quelque chose. Merci. Merci beaucoup, Jacques Maire. Valérie Boyer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame le rapporteur. J'ai 3 petites questions, effectivement, qui portent sur les ambassadeurs thématiques. Quelle est leur évaluation? Comment on juge leur travail? Est-ce qu'il y a dans ce ministère un rapport coût efficacité? Alors, on vient d'avoir un plaidoyer sur notre réseau diplomatique, mais comme on parle de coupe budgétaire avec une baisse très importante des effectifs, avec la vente d'immobilier qui participait très largement au rayonnement de la France, je voudrais savoir sur quels critères cette vente se fait.
Est-ce qu'il y a un objectif qui est poursuivi ou ça se fait au petit malheur, la malchance, si je puis dire, en fonction de la situation budgétaire et des effets d'opportunité, ou est-ce qu'il y a des objectifs précis par rapport, je ne sais pas moi, au nombre de Français qui sont là-bas, par rapport au rayonnement de la France, par rapport au poids du pays, par rapport à ce qu'on voudrait faire avec le pays dans lequel on se trouve. Et donc, est-ce qu'il y a des ratios? Est-ce qu'il y a des choses objectives? Est-ce qu'il y a un objectif poursuivi? Parce que ça, je ne l'ai pas, senti. Et enfin, sur les 17 millions d'aides sociales qui sont, selon les termes que vous avez employés, dans le collimateur de Bercy, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça va amener? Et j'aurais une dernière remarque. Comment on peut considérer ou mettre en relation ce qui se passe dans notre réseau à l'étranger avec ce qui se passe en France, avec deux choses. L'AME qui explose, puisqu'on va arriver à 1,5 milliard aujourd'hui, ou à peu près. Et deuxièmement, le fait qu'aujourd'hui, et c'est un sujet qui est en lien avec l'aide sociale, au moment où on est en train de traiter du PLFSS à l'Assemblée nationale, les personnes qui demandent à bénéficier du droit d'asile, dont les dossiers sont instruits en France, sont inscrits directement à la sécurité sociale. C'est-à-dire, ils ne passent pas par l'AME, ils sont inscrits à la sécurité sociale. Quand ils sont déboutés du droit d'asile, ce qui est quand même le cas de la grande majorité d'entre eux, plus de 90%, à ce moment-là, que se passe-t-il pour leur affiliation à la sécurité sociale concrètement? Pourquoi je pose ces questions à la Commission des Affaires étrangères? Parce que je crois qu'on ne peut pas d'un côté parler de la baisse d'effectifs, on ne peut pas d'un côté avoir un plaidoyer pour notre réseau diplomatique et de l'autre ignorer l'effort que fait la France financier, social, médicale pour des personnes qui rentrent légalement ou illégalement en France sur notre sol et qui sont traitées. Je pense que ces budgets doivent être mis en parallèle, ou en tout cas que nous devons en discuter au sein de cette commission au moment où la baisse des effectifs est particulièrement importante sur notre réseau diplomatique. Je vous remercie. Merci. Sylvain Wasserman. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure pour le rapport. J'ai une question un peu technique et une question de fond. La question un peu technique, c'est que vous avez une proposition qui me semble vraiment très importante, qui est de dire globalement que, à l'image d'un préfet qui pilote les services déconcentrés de l'État dans son territoire, l'ambassadeur doit prendre une responsabilité hiérarchique, en tout cas de pilotage réel de l'activité de l'ensemble des collaborateurs qu'il a sur place, quel que soit leur ministère d'origine. Et donc, vous proposez un détachement au MAE pour que ces personnes puissent réellement avoir une relation hiérarchique dans une équipe soudée. Je pense que c'est une proposition qui est extrêmement importante. Ma question, c'est est-ce qu'elle a une chance d'aboutir? C'est-à-dire, dans le cadre des politiques RH de l'ensemble des ministères, est-ce qu'il y a une chance d'aboutir et quelle est la température un peu sur ce genre de proposition? Notamment, je souligne l'importance par rapport au réseau anglo-saxon de la diplomatie économique et du coup de la nécessité d'être vraiment main dans la main sur ces actions-là. Et à mon sens, votre proposition est vraiment à creuser et à suivre. Puis il y a une deuxième question qui est plus une question de fond. Personnellement, c'est avec tristesse que je vois ce que Jacques a très très bien décrit depuis des années, qui est une pente douce vers laquelle on se dirige. Moi, je voudrais juste dire que si on ne fait rien, on est complice de ça. Et qu'on ne peut pas, nous, dans la commission, se dire que pendant année après année, on va se battre sur chacun des micro-sujets de budget, et puis pas poser la question de fond. Donc ma question est comment on réagit? Est-ce qu'on n'a pas une initiative Diplomatie 2020 en essayant de proposer, nous, Parlement, un renouveau sur 3 ans, quelque chose qui sorte du schéma budgétaire classique de point à point où on essaye de se battre euro par euro, mais où on n'essaye pas de réaffirmer quelque chose venant du Parlement, une initiative parlementaire sur Diplomatie 2020, sur lequel on construise, non pas sur 250 ans, mais très pragmatiquement sur la reconstruction ou la relance de notre réseau diplomatique. Et je voudrais juste conclure en disant qu'aujourd'hui,
où, alors évidemment, je ne suis pas objectif sur le sujet, mais on a un président de la République qui porte un renouveau incroyable sur la scène internationale. C'est le moment, à mon sens, que le Parlement prenne une initiative, encore une fois, très concrète, pluriannuelle, pour essayer de ne pas être complice d'une situation qui est une inéluctable descente et qui n'apportera rien de bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nicole Lepay. Je voulais conforter ce que je viens d'entendre aussi. Je vais relater ce qui m'est arrivé. Je reviens d'Afrique du Sud d'un voyage privé. Je me suis retrouvée en visite d'entreprise où, là, de plein fouet, le consul était là et donc me dit « Mais qu'est-ce que fait la France ? Je me retrouve seule, personne n'est venu nous rencontrer. Monsieur Laurent Fabius devait venir il y a quelque temps, ça a été annulé. Madame Ségolène Royal est venue au Botswana, mais elle n'est pas descendue jusque chez nous. Que devient la France et le rayonnement que je dois porter ?» Donc ça, c'était la visite d'usine. Je me retrouve après avec mes collègues dans l'agence de voyage et on me dit mais qu'est-ce que tu fais aux affaires étrangères, mais quel est votre rôle exactement? Donc j'ai subi de plein fouet l'attaque. Bon, c'est tout. Mais je veux dire, quelque part, je me pose la même question que vous et je me suis dit, est-ce que c'est pas le temps de surfer, comme vous avez dit tout à l'heure, de surfer avec la nouvelle présidence de M. Macron sur ce temps de rayonnement que nous avions, mais qui derrière développe de l'économie, développe le côté humain, développe le côté, enfin ce rayonnement nous apporte derrière de l'économie. Donc quelque part, il est peut-être grand temps d'accélérer, et c'est peut-être le moment opportun. Merci beaucoup. Et dernier intervenant, Bernard de Flessel. Merci Madame la Présidente. Juste un mot pour évidemment prendre les pas des collègues. Je crois que c'est un sujet qu'on connaît bien depuis de nombreuses années. Et une formule qui a été prise et qui va bien, c'est la pente douce. Ça fait de nombreuses années qu'on déplore que finalement le réseau français diplomatique est le deuxième au monde pratiquement, deuxième, troisième selon les cas, eh bien petit à petit ça menuise. Alors par les effectifs, par les problèmes de locaux, par les problèmes évidemment de mission. Et il y a une chose dont on ne souligne jamais l'effort, c'est l'effort du personnel que le personnel là-bas fait dans les ambassades. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je connais bien l'ambassade de Rome, le Palais Farnèse. Les ambassadeurs qui se sont succédés, je pense à de la Sablière ou à Catherine Colonna tout récemment, ont, je dirais, fait des efforts extraordinaires pour ouvrir l'ambassade et pour faire en sorte de récupérer des fonds, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, pour faire tourner la machine. C'est par exemple, alors évidemment le Palais Farnèse, c'est le Palais Farnèse, hein, on ne peut pas faire ça ou l'Ambator ou un peu partout dans le monde. Mais l'exemple est bien. Et il y a des tournages de films, il y a des très très belles réceptions, il y a des défilés de mode. Bref, les ambassadeurs font un travail extraordinaire et le personnel en ambassade fait un travail extraordinaire pour essayer de compenser finalement le désengagement de l'État et le désengagement des gouvernements successifs sur notre réseau diplomatique. Je pense qu'on pourrait le mettre dans le rapport et le signifier à ceux qui sont en poste aujourd'hui et qui font des efforts extraordinaires pour compenser ce manque. Je pense que ça serait un beau coup de chapeau à leur donner. Merci beaucoup. Chère Anne, c'est à vous. Merci Madame la Présidente, merci pour toutes vos questions. Je vais essayer d'être synthétique et peut-être de regrouper les réponses. Tout d'abord, je voulais rebondir sur deux petits points. En tout premier, attendez que je ne me trompe pas. Oui, Madame Boyer, il y a des points que vous avez évoqués qui ne sont pas du ressort directement de nos deux programmes. Juste pour dire une chose, que vous avez évoqué la notion d'aide sociale. L'aide sociale, elle sert vraiment qu'aux Français qui sont présents, établis à l'étranger. Le budget n'est pas totalement consommé et ce qui va, j'ai pu en discutant avec le ministère, obtenir que cette aide sociale sera utilisée pour financer les accompagnants aidants des enfants en situation de handicap, alors que pour le moment ce financement était pris sur le budget des bourses scolaires, ce qui était très dommage parce que ça privait de bourses scolaires d'autres enfants qui auraient pu en avoir. Voilà, donc ça c'est une chose très concrète, ça n'a pas besoin de passer par un amendement, ça sera fait directement cette année et ça sera réévalué l'année prochaine parce que ça fait partie des points importants qui est l'évaluation. Alors,
pour prendre un petit peu vos questions dans l'ordre, par rapport au personnel. Alors, d'abord, dans les différentes auditions que j'ai eues, il y a beaucoup de réponses que je n'ai pas eues. Je manque de beaucoup de réponses qui reflètent beaucoup de vos questions. Savoir, la question était posée entre dans le personnel, quelle est la part des fonctionnaires, quelle est la part des agents de droit local ou des conversions de fonctionnaires en agents de droit local. Je n'ai pas eu un détail précis sur ce point. Clairement, dans les auditions, il nous a été remonté, clairement dit que le ministère manque vraiment de moyens aujourd'hui. On l'a tous bien entendu. Et du coup, pour rebondir sur plusieurs idées qui ont été évoquées ici, il nous a été demandé, et il m'a été dit, donc je vous transmets le message aujourd'hui, une mission de la part des parlementaires pour faire du lobbying auprès de nos autres collègues parlementaires, pour défendre l'importance de ce réseau diplomatique, défendre ce qu'il est, et ne pas oublier que la présence française dans le monde, que ce soit un simple citoyen ou du personnel de l'ambassade, de droit local ou des fonctionnaires, c'est autant d'emplois qu'on crée en France. Donc, il faut l'avoir présent à l'esprit. C'est pas juste de la diplomatie et faire des petits fours et du champagne. C'est fini cette époque-là. Nos ambassades peuvent avoir ce genre d'action, mais c'est minoritaire. L'action, elle est vraiment très forte. Elle est vraiment pour développer notre commerce extérieur. Au doigt mouillé, ils disent que l'occupation des ambassadeurs est à peu près de 40% dédiée à l'économie. C'est difficile de l'évaluer. Il faudra là aussi mettre en place des indicateurs, et c'est très important par rapport à cette proposition que je fais de serrer les postes, de faire une typologie des postes. Et la diplomatie économique, il faut savoir évaluer quel volume de travail ça représente. Donc ça, mettre en place soit une initiative, moi je suis pas décisionnaire sur le sujet, mais ça me paraît une excellente idée. Et en tout cas, se regrouper, on peut avoir un pôle de parlementaires qui parle de diplomatie économique, un pôle de parlementaires qui parle de diplomatie humanitaire, un pôle de parlementaires qui parle de diplomatie politique. Mais vraiment, il faut que nous soyons porte-parole nous-mêmes au sein du Parlement, et pour que ça puisse faire tache d'huile, parce que sinon, quand on vient ensuite à discuter de budget, on n'est pas compris. Alors, je voudrais quand même dire que dans les discussions que j'ai eues, parce que j'ai pu rencontrer des personnes de Bercy, ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs là. Ils ne donnent pas tout. Il y a des tas de choses, par exemple la typologie des postes, ils l'ont. Moi, je ne l'ai pas eu. On m'a posé la question ici sur combien d'emplois de TP, comme on dit, d'emplois d'équivalent temps plein, par rapport au nombre de Français sur place au pays. Alors là, j'ai un tableau très intéressant que j'ai fait. Je l'ai fait toute seule puisqu'ils m'ont donné les chiffres. Vous savez, c'est des lignes et des lignes. C'est illisible, incompréhensible. Donc moi, je le transforme en tableau, un graphique, pour que ça me parle. Et là, on voit clairement, c'est un petit tableau qui n'est pas précis, mais que la Chine, effectivement, est au-dessus. Mais les États-Unis ne sont pas si hauts. Hein. Les États-Unis sont ici. C'est ce petit trait ici. En termes de nombre de... Ici, c'est le nombre d'équivalents temps plein dans les pays du G20. Et ce tableau je l'ai fait en fonction de l'accroissement du PIB, du taux de croissance. C'est les pays à fort taux de croissance et à moins fort taux de croissance ici. Pour vraiment voir si la répartition de nos postes... Alors, on voit qu'on a tout mis, on a mis le paquet sur la Chine. Hein, ça, c'est clair, on a mis le paquet sur la Chine. Le reste, c'est plus homogène, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a aussi peu de moyens en Corée, par exemple. Ça, c'est vraiment surprenant, qui fait partie du G20 aussi. Corée du Sud. Voilà. Voilà. Alors, Corée du Nord, on n'a pas... Corée du Nord, ça pourrait comprendre pourquoi on Non. On n'a pas de relation diplomatique avec la Corée du Nord, mais on a 7 Français qui sont présents, dont une archéologue. Pour reprendre ce qu'il a dit. Alors, concernant les relations donc avec Bercy, clairement, il y a un manque de dialogue, mais Bercy est demandeur. Et Bercy est demandeur d'indicateurs précis, de fonctionnement précis. Et il ne faut pas croire, Jacques Maire disait, Bercy nous a dans le collimateur, l'aide sociale n'est... Là, vraiment, en discutant, ils sont prêts à la laisser, ils voient bien que ça a un intérêt. Donc moi, j'ai face à moi, à Bercy, des gens qui comprennent, qui sont prêts à comprendre. Mais seulement, il faudrait qu'il y ait des billes. En gros, c'est ça. On est prêt à comprendre, mais donnez-nous des billes. Expliquez-nous comment vous fonctionnez, expliquez-nous à quoi vous servez. Et ils ont l'impression que, et c'est pas faux, j'ai rencontré des fonctionnaires du ministère qui sont certainement d'excellents diplomates, mais qui ont du mal à formaliser, à conceptualiser leur mission et à les rendre clairs et lisibles vis-à-vis d'interlocuteurs que sont les financiers qui ont besoin de lisibilité. Donc là, la typologie des postes pourrait vraiment y répondre. Concernant la sécurité, M. Dupont-Aignan et d'autres personnes posaient des questions. Alors, par rapport à la sécurisation des établissements français, alors, il y a plusieurs approches. Et, par exemple, moi, j'ai vu un établissement qui s'est débrouillé tout seul, qui a eu une partie de son budget donnée par l'AEFE, donc sur le budget 151, mais pas sur le budget à proprement parler sécurité
de ces deux programmes 105 et 151 et qui a fait un projet remarquable et pour un coût très raisonnable. C'est un projet qui, à mon sens, est déclinable dans d'autres établissements scolaires. Vraiment très intéressant. Donc là, une initiative de parents d'élèves menée entièrement par les parents d'élèves de bout en bout, en concertation avec la partie scolaire, la partie académique, et qui a permis d'obtenir une partie du financement, à peu près un tiers, auprès de l'AEFE. Donc il y a des choses qui sont possibles. Ensuite, les autres établissements, alors là j'ai eu un discours assez particulier que je vous livre ici du ministère, c'est on ne peut pas vous dire où il faut qu'on intervienne en sécurité parce que ça serait vous dire où sont nos points de faiblesse. Donc ils n'ont pas voulu donner le programme, mais il y a des choses qui sont faites. J'ai pu visiter également le centre de crise qui est vraiment remarquable et qui a son budget. Alors ne vous étonnez pas si vous rentrez dans les détails, son budget diminue, c'est artificiel, c'est une bonne raison. C'est parce qu'ils utilisaient jusqu'à l'an dernier un prestataire de service pour un certain nombre de fonctions. Et ils ont trouvé que c'était trop cher et qu'ils étaient capables de faire eux-mêmes. Donc ils ont diminué leur budget en conséquence et ils savent faire eux-mêmes sans passer par ce prestataire extérieur. Donc ça, il faut le saluer. C'est tout à fait une bonne chose. Oui. Voilà, je pense savoir. Alors l'immobilier qui décide. Alors là, clairement, c'est là qu'il faut que le ministère se mobilise un petit peu. Là, moi, je leur ai recommandé que pour chaque poste, une fois par an, ils puissent définir s'ils sont propriétaires, quelle est la valeur de mon bien à la revente, quelle est la valeur équivalente en location, quels sont ses frais de fonctionnement, quels seraient les frais de fonctionnement si j'étais en location, quelle est la particularité de ce poste dans l'environnement dans lequel on se trouve. Ça peut avoir effectivement une fonction de prestige, ça peut avoir un sens. Et tout ça, il faut le dire à Bercy. Bercy ne s'en rend pas compte. Le sens d'un poste diplomatique, eux, ils ne voient que le côté, les chiffres qu'on met derrière en euros. Donc, mais ils sont prêts à écouter ça, mais il faut leur donner les billes. Et là, le ministère ne leur donne pas. Et quand j'ai proposé qu'une fois par an, ce travail soit fait, j'ai senti que le ministère, je leur demandais une tâche immense. Donc il va falloir revenir à l'attaque auprès d'eux en leur disant non, vous avez besoin de le faire parce que c'est le seul moyen d'apporter des éléments concrets au ministère des Finances pour qu'ils puissent prendre des décisions avisées. Sinon, moi, c'est le sens de mon rapport, c'est de dire au ministère des Affaires étrangères, prenez en main votre destin. Si vraiment vous vous donnez des indicateurs, si vous donnez des typologies de postes, si vous étudiez correctement ce qu'est votre immobilier, vous aurez des arguments solides pour parler au ministère des Finances. Et pour le moment, ils subissent et ils ne choisissent pas. Donc il faut qu'ils passent dans une dimension de choix. C'est ça le sens de mon rapport. Madame la Présidente, il va falloir que je m'arrête, c'est ça? Vous allez me dire que je suis trop longue. Alors, les ambassadeurs thématiques. Si on rentre dans la notion de typologie de postes et de missions et de silos, les ambassadeurs thématiques rentrent là-dedans. Il faut savoir qu'un certain nombre d'ambassadeurs thématiques n'ont pas de rémunération. Leurs missions sont remboursées, mais ils n'ont pas les thématiques. Les thématiques, on nous avait dit que non. Les thématiques qui sont rémunérées, ce sont les envoyés spéciaux. Ah, les envoyés spéciaux, pardon, non pas les thématiques. Je confonds avec parce qu'on a aussi les envoyés spéciaux. Puis on a aussi une autre fonction qui sont les conseillers diplomatiques auprès des préfets. Donc moi j'ai fait la remarque quand on m'a donné la liste des fonctions, des attributions données aux conseillers diplomatiques auprès des préfectures, mais si ça peut faire sens, en fait ce sont des fonctions de préfet, c'est pas des fonctions de diplomate. Donc moi je leur ai dit, c'est anormal, vous laissez faire, vous acceptez que le ministère de l'Intérieur vous demande de venir et fasse un boulot pour eux, alors que c'est à eux de le faire. En revanche, vos 13 conseillers diplomatiques, vous les regroupez dans un pôle qui serait ici au Quai d'Orsay. Aux 13, peut-être que 8, ça pourrait suffire, et qui soient disponibles, prêts à aller en région pour répondre à des questions de diplomatie, mais pas de questions de préfecture. Voilà, donc là, ils subissent. C'était peut-être une bonne idée au départ, mais nettement, ils sont dans une situation où ils subissent. Donc les ambassadeurs thématiques, on a vaguement un détail, mais alors la liste de leurs attributions, des fonctions, des missions qu'ils remplissent, le bilan, là aussi, il nous faut un indicateur. C'est quoi l'objectif que vous leur donnez? Il n'y a pas d'objectif. J'ai pas vu. Oui, mais enfin, il faut pouvoir le quantifier derrière. Il faut pouvoir mettre un indicateur et quantifier si l'objectif a été atteint. Un rapport, c'est pas un objectif. Un rapport, c'est pas un objectif. Voilà. Donc, voilà. Même si certains peuvent avoir un sens, mais il faut les mettre en lien avec d'autres. Donc, les ambassadeurs thématiques, c'est un gros point d'interrogation. Mais là aussi, on voit bien que le ministère des Affaires étrangères a du mal à faire la typologie de ces postes et à donner des objectifs qui soient, comme on le donne en entreprise, des objectifs précis, derrière lesquels on met en place, on donne une liste de 2-3 actions précises, et ces actions, on peut les évaluer. On a un point de départ, A, on a un point d'arrivée, B, et on mesure si on est bien allé de A à B du début à la fin de l'année. Et ça, c'est pas du tout dans la façon de fonctionner du ministère. Et ça manque vraiment. Ça manque vraiment.
Les visas, on m'a posé une question. Alors là, c'est vraiment un vrai souci. Et là, je ne vois pas comment... C'est une réflexion à mener qui est comment on peut réinjecter de l'humain dans un processus qui est devenu déshumanisé. Le processus est complètement déshumanisé pour des raisons qu'on peut comprendre, qui sont de gestion du risque migratoire. Le problème est là. Et comment on peut réinjecter l'humain, parce que ce processus déshumanisé conduit à des décisions humainement très lourdes. Et il n'y a pas que ça. Enfin, moi, j'ai vu des couples mariés où le conjoint ne pouvait pas venir. Donc, il y a vraiment un vrai... Et là, je n'ai pas la réponse à donner, mais il y a une réflexion à mener. Comment humaniser un processus déshumanisé ?